Bonjour à tous, Christophe Réjanès, lead technique chez Ascensi. Je vais vous présenter une étude stratégique qu'on a menée sur les alternatives VMware pour votre infrastructure pour qu'elle devienne souveraine. Salut à tous et à toutes, donc moi c'est Christophe Réjanès, je suis lead tech chez Ascensi. Ça va faire 3 ans que je suis ici et aujourd'hui je vais vous présenter donc une étude stratégique qu'on a menée, on va dire une étude de simulation pour un client, pour proposer donc une alternative à VMware avec une orientation, une horizon 2030 finalement. Pourquoi? Parce qu'il y a des études actuellement qui sont en cours par les mêmes cabinets que nous. Mais vous allez voir tout au long des slides, je vais un peu plus vous expliquer c'est quoi l'horizon vraiment 2030. Vous allez tout de suite le comprendre, d'aller vers des infrastructures dites souveraines et résilientes. Le constat du séisme Broadcom, c'est quoi? Le séisme Broadcom, pour les moins techniques d'entre nous, c'est suite au rachat de VMware, ils ont pris certaines directives et de direction, on va dire, qui ont fait que ça impacte actuellement la plupart des organisations, que ce soit une petite entreprise, moyenne, grande ou même multinationale, ils ont des impacts. Donc cet impact, il est réel depuis à peu près 18 mois maintenant, depuis environ mai 2024. Donc, on a ici référencé, lors de notre étude stratégique, 4 piliers majeurs. Le premier est bien sûr la hausse tarifaire, la fin des licences perpétuelles, et puis un minimum imposé par package de 72 cœurs pour les plus techniques d'entre vous. Et puis aussi, surtout, le fait de forcer la main aux, on va dire, aux gestionnaires d'infrastructures de passer par leur bundle. Donc, c'est-à-dire par rapport à leur licence et leur offre. C'est-à-dire, même si vous n'utilisez pas tel ou tel produit VMware, bah, vous êtes obligé parce que vous devez tout acheter. Donc voilà. Et puis le constat hausse tarifaire, hein, donc tout ça s'appuie sur des référentiels. Hein, c'est pas nous qui avons inventé ces chiffres-là. Ça s'appuie sur des référentiels comme Gartner, Trust Radius ou Forrester, etc. Un exemple sur la hausse de 1000%, hein, qui a été référencé par un grand éditeur de logiciels allemand, dont je me tairai le nom, comme vous l'aurez bien compris, qui a subi vraiment une hausse à plus de 1000%. Oui, c'est vraiment réel. Donc aussi, l'étude, comme tout à l'heure, je voulais dire en début de présentation, on a poussé un peu vers la souveraineté parce que, pourquoi? Parce que évidemment, changer pour changer, dans les contraintes qu'on avait lors de notre étude, c'est pas forcément le but premier. On va pas forcément, nous, on est là pour proposer des scénarios aux clients. On n'est pas là pour leur imposer des scénarios. Mais à l'heure actuelle, on parle de souveraineté, d'autonomie, et encore plus avec ces risques finalement invisibles, comme on peut le voir. Les risques invisibles ici, dans notre contexte à nous au Canada et notamment dans la province de Québec, c'est que on a des réglementations à faire respecter, qui sont bien sûr l'obligation de résidence locale des données, et une protection stricte des données personnelles, de santé et de finances pour nos partenaires. Pourquoi? C'est très important de prendre cela en considération parce que, comme vous le savez sans doute, c'est qu'en 2018, lors du premier mandat du président américain actuel, il y a eu une loi qui est passée aux États-Unis qui s'appelle le US Cloud Act. Donc le US Cloud Act ne vous protège pas, bien au contraire. C'est justement donner accès au gouvernement fédéral américain à tout moment à vos données. Donc cela est applicable même si vos données sont hébergées chez un hébergeur de données dans un data center ici au Québec. Ça, c'est vraiment des formes légales. Et là où on s'en vient, c'est que c'est pour ça qu'à 75% des entreprises hors US actuellement, c'est-à-dire vraiment mondiale, qui vise justement la souveraineté numérique d'ici 2030. C'est pour ça qu'on parle d'horizon 2030 dans cette étude stratégique qu'on a menée. Donc maintenant, la prochaine slide, qui s'appuie donc sur le référentiel Gartner en 2025, Gartner a cartographié 3 possibilités. Ou vous partez avec un hyperviseur avec
Alors SAN, des fois, ça peut ne pas vous parler, mais c'est du stockage, en gros, plus votre stockage. Ou après, si par exemple, et là, ça n'a pas été notre cas dans notre étude, mais si par exemple, vous devez remplacer votre matériel, etc., pourquoi pas partir sur une solution hyper convergée comme Nutanix, c'est-à-dire vous assemblez tout dans la même boîte, votre force de calcul, donc ce qu'on appelle le compute dans notre langage, et un stockage qui peut être fusionné. Ça peut être une très bonne solution. Et puis après, il y a une autre solution qu'on va appeler plus la transformation numérique. Et j'ai envie de dire même, il existe même un 3+. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Mais en tout cas, eux, par rapport donc à ce référentiel Gartner sur lequel on s'est appuyé, la solution 3, c'est de créer son propre cloud souverain, c'est-à-dire unification VM et container. Et là, on peut cibler des produits qui offrent notamment un très bon support comme Red Hat OpenShift qu'on a interviewé d'ailleurs durant cette étude. Alors, pourquoi il fallait qu'on parte de quelque chose? Parce que pourquoi? Parce que à 64% des décideurs actuellement explorent activement ces options-là. Et c'est là où on peut vous accompagner, notamment pour essayer de vous proposer la meilleure des solutions. Alors, voilà un peu l'un des verdicts. Donc, c'est par rapport à notre framework qu'on a pu établir lors de notre étude stratégique. Donc, dans cette étude stratégique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a donc une matrice qui a été agrémentée par les référentiels, hein, par des inputs qu'on a eus, c'est-à-dire des propositions de certains partenaires, que ce soit Cisco, que ce soit Microsoft, que ce soit Red Hat et même Nutanix. On a eu donc des interviews aussi dans lesquelles on a pu souscrire des informations suite à ces interviews-là pour alimenter cette matrice-là, pour faire aussi une analyse d'offres, pour permettre finalement d'avoir ce score pondérant que vous pouvez voir par rapport à la situation dans laquelle on était. Maintenant, parlons un peu de notre situation, du contexte de cette situation-là, donc qui a pu établir ces différents scénarios finalement qu'on verra après. Donc, on avait donc une entreprise qu'on a simulée de logistique, par exemple, qui qui avait des applications critiques de style VMS, TMS, etc., qui avait à peu près 2000 VM pour 50 hosts physiques et qui avait déjà un stockage qui était existant. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'hyperconvergé. Bah là, on ne pouvait pas y aller parce que le stockage était existant. Donc, et en plus d'être existant, il était récemment changé. Voilà, parce qu'on aime un peu travailler sur des scénarios comme ça, où il y avait un parc d'à peu près 80% de VM qui étaient sous des Windows Server, dont certaines avec des licences data center. Retenez bien, vous verrez tout à l'heure, on va en revenir là-dessus. Et puis avec des applications et des workloads qui pourraient être automatisés, mais qui ne l'étaient pas et dans lequel on pouvait aussi envisager une containerisation parce que il y avait certaines apps qui étaient un peu dans notre simulation, un peu containerisées à droite, containerisées à gauche. Vous savez, le genre d'équipe qui fait que au niveau opérationnel, on fait un peu nos petites choses de nos côtés, on se facilite la vie, mais on pense pas global. C'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. Et puis, comme je dis, chacun fait son truc de son côté. Donc, je pense que les techniques et les opérationnels vont se reconnaître là-dessus. Donc là, il fallait aussi qu'on établisse, parce que tout à l'heure, on parlait de souveraineté. OK, mais on part de quoi finalement quand on parle de souveraineté? Parce que vous savez, c'est un peu large de parler de souveraineté. On peut mettre ses VM, son infrastructure ailleurs. Mais est-ce que ailleurs, finalement, ça n'utilise pas les mêmes technologies qu'on a déjà? Donc, qui sont soumis à l'US Cloud Act. Donc ça, réfléchissez bien à ça aussi quand vous choisissez vos partenaires pour aller vers tel ou tel data center, même si vous ne voulez pas forcément faire du cloud first vers AWS, Azure, GCP, etc. Donc, il fallait qu'on établisse un peu une échelle de souveraineté. Donc, c'est quoi à l'heure actuelle ce qui est de maximal? Vous partez sur de l'open source, Proxmox. Vous faites héberger votre Proxmox, par exemple, chez OVH, comme on a pu l'entendre lors d'interviews avec les partenaires comme Cisco, qui ont proposé des solutions à peu près de ce même acabit. OK, c'est une solution.
Mais après, il faut penser aussi au coût opérationnel. Est-ce que vos équipes sont sizées pour faire ce type de maintenance et de coûts opérationnels que ça va engendrer d'aller vers une solution open source qui n'offrera pas forcément les mêmes besoins en termes, quoi, qui va pas vous offrir finalement les mêmes besoins que vous avez à contrario actuellement avec VMware. Donc voilà, toutes ces questions-là, on se les est posées, mais il fallait bien qu'on estime une échelle de souveraineté pour proposer un scénario. Et puis après, vous avez la solution forte dans notre scénario qui était OpenShift en on-prime parce qu'il y avait déjà du matériel existant. Et puis, OK, OpenShift, certains d'entre vous vont nous dire oui, mais c'est une société américaine. OK, oui, c'est une société américaine, mais le code est open source. Ça s'appuie notamment sur des projets libres comme Ovirt, comme KubeVirt, des projets de la CNCF. Donc, c'est pour ça que c'est un choix judicieux. Et puis, après, au conditionnel, pourquoi pas? Pragmatiquement, on peut partir sur de l'Hyper-V. Pourquoi pas voir avec Nutanix si il y a des possibilités de rachat de matériel, etc. Mais ça reste des données qui vont être quand même hébergées chez vous et en local, donc vous maîtrisez quand même cet ouvrage-là. Mais ce sont des sociétés, bien sûr, américaines comme la plupart. Et puis, ce qui est compromis actuellement, c'est forcément le cloud first, parce que dans notre étude stratégique, euh, on va dire le grand patron qu'on avait voulait lui absolument aller dans le cloud, hein, d'accord? Parce que tout le monde va vers le cloud. Mais voilà. Donc c'était un peu des contraintes qu'on avait, mais il faut savoir expliquer que forcément faire du cloud first à l'heure actuelle, vu le contexte géopolitique, c'est peut-être pas franchement la meilleure des décisions. Mais ça, c'est libre à chacun de penser ce qui est bon de faire pour son organisation. Et puis après, donc voilà. Donc maintenant, expliquons un peu plus les scénarios. Les scénarios sur lesquels on a pu établir, suite un peu à tout ce que je viens de vous expliquer. Donc on a un scénario A que nous, on pense qui était tout à fait crédible, c'est-à-dire on avait donc notre SAN, notre stockage qui était existant, mais nous, on va rajouter quand même la couche Ansible Automation Platform pour permettre une automatisation, une meilleure gestion des workloads des organisations. Tout ça dans une plateforme qui permet d'être unifiée, que ce soit à la fois VM et à la fois container. Et en plus, cette plateforme-là, après, vous pouvez être IA ready, et j'ai même envie de dire, finalement, c'est le fameux 3+ de ce que je vous disais tantôt. C'est que là, vous pouvez vraiment être IA native ready même. Voilà. Et donc, ça vous permet d'être vraiment souverain à 100% en on-prime, en tout cas dans ce cas d'étude qu'on a eu. Parce qu'on avait aussi des contraintes, bien sûr, techniques, hein. On a poussé quand même vraiment sur des contraintes très techniques, comme ce SAN-là avait un pilote CIS driver qui était assez rare et très peu de solutions pouvaient le prendre en charge. Et puis aussi, on a vu aussi en termes de résilience des données, en termes de solutions de backup aussi, mais on va en revenir justement sur les deux autres scénarios que je vais vous présenter. Parce que dans ces deux scénarios-là, il y a l'un de ces scénarios-là, et là, s'il faut le savoir, on est obligé d'acheter en plus leur solution de backup si on va vers cette solution. Donc le scénario B, c'est vraiment le scénario pragmatisme. Pragmatisme, c'est-à-dire, euh, hélas, on n'a pas le choix. OK, on voulait partir sur le scénario A, mais là, on a eu des pépins économiques ou etc. On ne sait pas. Il faut trouver une solution de secours. Il faut aller au plus vite et il faut sortir rapidement de VMware, mais il faut qu'on reste quand même souverain. Et ben, c'est là où, dans notre scénario, on a vu que dans l'inventaire, il y avait notamment plusieurs serveurs qui avaient des licences data center. Alors, une licence data center Windows, ça vaut environ entre 5 et 6 000 dollars US. Hein. Donc, quand je parle en dollars, là, c'est vraiment des dollars US. Donc, cette licence-là permet d'activer le service Hyper-V. Donc, ça permet d'aller rapidement vers une solution transverse pour après peut-être basculer ou mettre en place une autre solution tampon, j'ai envie de dire. Voilà, ça vous permet vraiment de faire cela. Alors, à savoir que nous, quand on a interviewé les personnes, les experts de Microsoft, eux, ils sont très orientés vers Azure First, c'est-à-dire Azure Local AD,
mais ils mettent pas trop d'énergie dedans. Et ils orientent vraiment leurs clients sur des solutions Azure pour prendre en charge, en gros, le bundle, c'est-à-dire tout ce qui est les licensing VMware. Hein. Donc voilà, donc c'est leurs orientations, mais ça reste quand même un choix pragmatique. C'est-à-dire vous avez pas le choix économiquement, etc. Donc je pense que ça aurait été un bon scénario B. Et puis en scénario C, et ben là on part sur du low cost. C'est-à-dire vraiment, on a des équipes, quoi. Finalement, les équipes sont motivées, ils veulent se former à faire du Proxmox, et puis on n'a pas trop les moyens, donc on n'a pas trop le choix non plus. Donc on va compter sur nos forces, et puis on va aller vers cette solution-là. Alors oui, c'est un choix, c'est une possibilité, mais il y a plusieurs risques à prendre actuellement ce côté-là, c'est que vous êtes obligé de passer par un module de backup en interne de Proxmox. Si vous avez du Commvault, du Vim, je crois que Vim d'ailleurs travaille là-dessus fortement. Mais en tout cas, si vous avez une solution de backup, ça peut être Brick aussi, elle peut ne pas être compatible à 100% avec la solution que vous allez mettre en place. Mais ça reste quand même un scénario qui peut être tangible si vous passez après par leur licensing de backup à Proxmox. Mais à savoir qu'il y a encore des zones un peu obscures sur le support entreprise, comme c'est indiqué. Et puis, surtout pour les plus techniques d'entre vous, le DRS n'est pas native côté Proxmox. Et donc, ce qui permet en gros d'avoir un load balancing, si vous voulez, de vos VM, comme il y a par exemple chez Hyper-V, qui est intégré à Hyper-V ou sur Red Hat OpenShift, en cas notamment de surcharge d'activité. Et puis là, venons un peu donc un peu au TCO qu'on a tiré sur 5 ans. C'est pour ça qu'on est parti vraiment sur 2000 VM avec 50 hosts, parce que ça nous permettait aussi d'arrondir et de vous donner une meilleure visibilité de ce qui est possible de faire en termes de tous les coûts, finalement, de l'ensemble des coûts d'un changement, par exemple, sur une telle infrastructure. Donc là, sur VMware, sur un renouvellement, donc vous sortez pas du lock-in, vous restez VMware, et vous êtes reparti pour 3 ans et vous avez payé 10 millions de dollars. Après, bien sûr, comme je vous l'ai dit, Hyper-V, mais Hyper-V va engendrer aussi des coûts opérationnels, etc. Proxmox se situe très bien finalement dans notre étude. C'est sûr qu'au point de vue économique, mais il y a quand même un peu de brouillard dans tout ça sur certains autres coûts, mais on a réussi quand même à être quasiment au niveau d'OpenShift, mais OpenShift reste quand même un peu plus économique. Donc là aussi, ils gagnent aussi, ils prennent de l'avance là-dessus. Et à savoir que selon la situation, selon aussi votre organisation, cela peut diminuer encore plus les coûts. Si par exemple vos équipes ont déjà AWX, par exemple Ansible, ou qui ont déjà intégré la notion d'automatisation de vos workloads, là je peux vous dire que le TCO va être encore plus bas. Vous savez, actuellement, on parle d'intelligence artificielle, d'IA, etc. Mais est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt vraiment à l'IA native ready? Parce que le défi des données sensibles, parce que à savoir que vous savez que 82% des fuites de données en Amérique du Nord dans les organisations sont réalisées par l'IA. Ça veut dire qu'actuellement, il y a ce constat-là. Donc forcément, à un moment donné, quand l'intelligence, la super intelligence va arriver d'ici 2030, il va falloir que les organisations aient aussi ce répondant-là vis-à-vis de l'IA et qui puissent héberger, par exemple, leur LLM, leur même DLLM, même on parle même de maintenant, ou de leur RAG. Donc de pouvoir avoir une infrastructure qui puisse accueillir le GPU native de ces données locales. Donc c'est là aussi où OpenShift est le gagnant de cette course-là vers justement le MLOps, parce que je sais que beaucoup d'organisations actuellement vont vers le MLOps, et c'est là où OpenShift répond complètement avec leur solution. Alors peut-être que plus tard, il y aura d'autres solutions, c'est sûr, même des solutions open source qui peuvent être en lieu et en place d'OpenShift. Mais tout ça, ça restera à évaluer. Et puis finalement, les hyperscalers, donc quand je parle d'hyperscalers, c'est vraiment, comme vous l'avez compris, comme vous le voyez là, c'est vraiment tout ce qui est AWS, Azure, les données sont exposées, les données transverses d'un data center vers le cloud, donc forcément, et puis vous êtes soumis
à l'US Cloud Act. Et puis après, il y a Proxmox Hyper-V. Alors là, j'ai mis un peu le panneau danger, pardon, parce qu'il n'y a pas de stack réel MLOps qui est intégré dans ces solutions-là. Alors oui, on peut essayer de bidouiller mais vous savez, quand on parle d'organisation avec 2000 VM et 50 hosts, on peut pas s'amuser à faire du bricolage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien quand on fait un labs à la maison pour tester, mais dans le cadre d'une organisation sérieuse, je pense que voilà, à moins que vous ayez les compétences en interne qui peuvent aller vers ces solutions-là et qui peuvent proposer justement des stacks, mais à l'heure actuelle, ils n'en proposent pas. Donc après, qu'est-ce qu'on a fait? On a établi un peu une feuille de route. Alors, n'ayez pas peur des chiffres. Vous pourriez me dire, waouh, c'est super long là, ce que tu nous proposes. Mais c'est juste un pré-découpage finalement. Hein. C'est vraiment hyper flexible parce que tout va dépendre finalement de votre organisation. Là, on est parti de quelque chose d'assez gros où on doit vraiment faire les choses de A à Z. Donc, parce que souvent, les organisations font leur propre roadmap et ils font même, j'ai envie de dire, un horizon zéro en travaillant en amont, hein, bien sûr, en faisant beaucoup de préparation. On le vit des fois, hein, ça, et donc avec des clients qui se préparent, qui ont déjà fait des analyses, etc. Et donc forcément, ça va réduire aussi cette roadmap. Mais là, nous, où on intervient, c'est vraiment sur le choix architecturaux, hein, d'accord? Donc c'est vraiment là où on va vous proposer, hein, voilà. Mais il fallait vous donner une visibilité. Parce que, comme je vous l'ai dit, en amont ou en aval, vous pouvez avoir fait une très bonne gestion de cycle de vie dans votre organisation et vous pouvez aussi avoir bien mené aussi une bonne désiétude. Ceci va vraiment vous armer et vraiment vous aider à aller beaucoup plus vite que les autres dans votre transformation numérique. Et donc, c'est pour ça que dans Horizon 1, on va plus avoir un choix, donc le choix architectural, comme je vous l'ai dit, c'est là où nous, on va donc intervenir. Et puis après, il y a aussi la réalisation de POC, où on peut vous accompagner aussi, bien sûr, et puis bien sûr d'identifier les quick wins, hein, c'est le but. Et puis après, vague de production, on a tout validé, on part vers la vague de production, on implémente l'automatisation parce qu'on a pu identifier les workloads ou les applications qui pouvaient être containerisées aussi. Et puis après, en horizon 3, c'est là où ça se rejoint avec l'horizon 0 finalement. Donc on est un peu dans cette boucle-là. Mais là, c'est l'arrêt vraiment total de votre VMware, des extensions, etc., etc. Préparation aussi pour votre vraie transformation numérique. Je pense que c'est une roadmap. Après, c'est sûr que forcément, tout n'est pas indiqué parce que, comme vous le savez, dans la réalité, il y a beaucoup de choses. Mais vous savez, actuellement, quand on vous propose des roadmaps sur 6 semaines, 8 semaines, etc., ce n'est pas possible. Vous pourrez faire une migration comme on l'a vu sur la slide précédente où je vous ai présenté le scénario en temps de temps très short. Vous pouvez migrer vos VM, oui, mais de dire que vous allez faire une transformation numérique en moins de 8 semaines, non, ce serait pas professionnel en tout cas de ma part de vous dire cela. C'est sur la synthèse stratégique pour les décideurs. D'ailleurs, j'ai une information très récente que j'ai pas pu mettre dans la slide, mais je vais en venir. Donc, bien sûr, ça se fonde sur 3 piliers. Les 2 premiers piliers sont pas forcément les meilleurs à entendre, je vous l'accorde. Mais dans l'urgence financière, comme on l'a vu, modèle broken qui devient insupportable et insoutenable donc pour les organisations, où la plupart des décideurs actuellement recherchent des alternatives. Et en plus de ça, ce mois-ci, et vu le contexte aussi géopolitique actuellement qu'il y a, nous, quand on avait fait une interview avec un certain partenaire qui nous a indiqué qu'ils allaient là, au mois de mars de cette année, subir une augmentation du prix de 200% de leur mémoire, qu'il leur restait à peu près 6 mois de stock, mais que le stock partait très vite et donc ça allait être très compliqué pour les prochains mois. Voici un exemple. Et puis après, bien sûr, il y a les impératifs légaux. Donc, c'est-à-dire la souveraineté des données qui reste non négociable. Exactement pareil, on part sur une fenêtre 2027 parce que, comme vous le savez, il va y avoir ici des élections locales, etc. Et sans doute des applications de la loi 25 qui risquent d'être beaucoup plus strictes. Donc c'est pareil, on parle toujours de risque finalement.
par rapport à l'US Cloud Act qui a été donc signé en 2018. Et puis finalement, dans ces deux piliers finalement un peu négatifs de cette situation, eh ben pourquoi pas avoir une opportunité. Je veux dire une opportunité technique comme là je l'ai indiqué sur la slide, mais pas que. Pourquoi pas avoir une opportunité écologique, économique, durable aussi et moderne. Pourquoi pas aller de l'avant finalement, de s'accaparer de ça pour dire ben c'est le bon moment, allons-y, allons vers une modernisation, allons vers la containerisation, allons vers l'automatisation. C'est, j'ai envie de dire, le moment ou jamais. Et surtout qu'en plus, économiquement, vous serez les grands gagnants de ce jeu, finalement. Petit mot de la fin. Petit mot de la fin. Agir maintenant, c'est penser souverain. Vous savez, l'attentisme est la pire des stratégies, je pense, à l'heure actuelle. Et vous savez, tout ça, là, ça me fait penser à quelque chose, si je devrais un peu résumer cette situation que nous vivons actuellement. Vous savez, dans la révolution industrielle, fin 19e siècle, il y a eu à peu près 92%, vous savez, des agriculteurs américains du moins, de la population américaine, 92% de la population américaine qui étaient agriculteurs. C'est-à-dire où ils travaillaient dans l'agriculture, ou eux-mêmes, ils œuvraient dans l'agriculture. Vous savez, maintenant, à l'heure actuelle, il n'y a que 2%. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans notre cycle, nous vivons des changements. Et actuellement, il y a un changement. Et vous savez, ça me fait penser un peu à un célèbre écrivain qui s'appelle Émile Zola, qui disait que la machine est en route, mais plus rien ne l'arrêtera. Et je pense qu'on y est. Vraiment, là, actuellement, on vit donc un vrai virage, et il faut prendre ce virage-là. Et c'est pour ça que on vous propose de lancer donc une étude d'éligibilité, et on serait très heureux de devenir vos architectes de votre transformation.